pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee. Bonjour mes chers abonnés, c'est la revue de presse numéro 629 du 17 novembre 2025. Alors j'ai honte. Oui, j'ai honte. J'ai honte de tous ces mensonges. J'ai honte de la France, mon pays, mon cher pays. Quand je vois M. Macron se balader avec M. Zelensky, qui est venu en France parce que, mon Dieu, lui, il est en perte totale en Ukraine, après tous les scandales de corruption qu'il peut y avoir. Il arrive en France et on lui dit « Eh bien voilà, monsieur Zelensky, on va faire des contrats pour plus de 100 rafales. 100 rafales, vous vous rendez compte? 100 rafales. Et ce soutien n'est pas simplement un devoir moral, c'est un engagement profond en faveur de notre sécurité collective, celle de notre continent et celle de tous les Européens. Alors que Dassault Aviation ne peut produire que 25 rafales. 25 rafales par an. On va donc faire un contrat de 100 rafales pour l'Ukraine. Mais, attendez, Dassault Aviation a encore 230 avions à livrer avant une possible commande de M. Zelensky. Alors ça va nous mener où? Quand? Et puis, avec quel argent? Quel argent? Avec notre argent? Oui, certes. Évidemment. Ou alors l'argent des avoirs russes. Mais l'argent des avoirs russes, si nous arrêtons, si nous piquons ces avoirs russes, les autres avoirs, en particulier du Moyen-Orient, eh bien, s'en iront d'Europe. C'est évident. Plus personne n'aura confiance en l'Europe. Une Europe qui s'est appauvrie énormément avec la guerre d'Ukraine, vous le savez très bien, notre énergie a quintuplé. Nous n'avons plus de ressources. Et maintenant, il faut encore donner de l'argent à M. Zelensky. Et puis, que voyons-nous encore? M. Macron, costard Hermès, se pavaner devant une carte avec ce colonel d'opérette qui est en train de montrer aux caméras, parce que Zelensky et Macron connaissent exactement ces cartes. C'est l'implantation éventuelle, même pas éventuelle, qui n'aura jamais lieu, des soldats français en Ukraine. Les Russes n'en veulent pas, ce sont les gagnants. Il n'y aura jamais de soldats français en Ukraine. Et alors, qu'est-ce que c'est que ce cirque? Ce cirque qui est fait avec le sang des Ukrainiens. C'est un scandale, c'est un vrai scandale. J'ai honte pour la France, j'ai honte pour notre pays, notre cher pays. Voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui. J'ai vraiment honte. Allez, au revoir mes chers abonnés, c'est la revue de presse numéro 629 du 17 octobre 2025. Au revoir. Je rappellerai toujours ce que dit, et c'est vrai, c'est pas même pas ce que disait Donald Trump. Il dit, moi, j'envie vraiment, j'ai jamais rencontré un businessman aussi fort que Volodymyr Zelensky. Il va dans un pays, il revient avec des milliards. Ouais, franchement, moi, je suis un amateur face à lui. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vincent, Volodymyr Zelensky fait escale à Paris aujourd'hui. Alors d'après l'Élysée, il s'agit d'entretenir la dynamique de travail et réaffirmer l'engagement de la France auprès de l'Ukraine en guerre. Oui, dans 1h30, Volodymyr Zelensky débarquera dans son uniforme de théâtre, cette tenue noire ou kaki qui est sa légende, qui dit au
au monde qu'il est l'homme ordinaire qui fait la guerre, un combattant d'avant-garde de l'Europe, le héros modeste qui résiste à la volonté de nuisance de Vladimir Poutine. Mais ne vous fiez pas à sa mise. En réalité, c'est un homme en loques que le président Macron va serrer longuement dans ses bras. D'abord le programme. Le président va lui montrer l'état-major de la force multinationale en Ukraine. Une trentaine de pays a promis d'y participer. Il ne manque pas un bouton de guêtre à cet état-major, sauf qu'il faudrait un cessez-le-feu et l'accord improbable des Russes pour qu'ils se déploient sur le terrain. Or, les négociations sont au point mort. À part cette armée fantôme, Volodymyr Zelensky vient avec sa liste de courses et il aura droit à une séance de calinothérapie car Emmanuel Macron aime jouer les coachs et ce ne sera pas superflu. Ouais, alors l'armée ukrainienne n'a pas craqué, le front tient. Pourtant, vous nous dites que Volodymyr Zelensky est en loque. Pourquoi ? Oui, alors la guerre continue implacable. À Pokrovsk, l'empoignade est obscure et meurtrière. Cette forteresse du Donbass semble perdue. Des commandos russes y sont infiltrés et l'infanterie ennemie achève de l'encercler. Mais c'est sur l'autre front que les nouvelles sont pires. Car le président ukrainien mène une deuxième bataille, la guerre à la corruption. Il faut se souvenir qu'il a été élu pour ça. C'était tout le programme du serviteur du peuple, de Volodymyr le héros du feuilleton télé et de Zelensky le candidat populiste. Or, la semaine dernière a été une bérésina sur ce front intérieur. Le parquet spécialisé et la brigade anticorruption ont démonté un système qui permettait de soutirer 10% en pot de vin aux entreprises signant des contrats avec la Société nationale d'énergie nucléaire. La fraude aurait rapporté 100 millions d'euros, peut-être le double ou le triple. On pourrait se féliciter, se dire qu'après tout, l'Ukraine progresse. Sauf que le gouvernement est éclaboussé. Le ministre de la Justice a dû démissionner, le ministre de l'Énergie aussi, le vice-premier ministre est impliqué, le secrétaire du Conseil national de sécurité aussi. Pire, à la tête du système, il y avait Timuz Mindic, c'est le copropriétaire de la boîte de production qu'avait fondée Volodymyr Zelensky et qui a fait sa fortune. Il a été averti du coup de filet et il s'est enfui à temps à l'étranger. Des membres du premier cercle sont donc compromis, mais pas le président. Non, mais cet été, la rumeur d'un scandale circulait. Zelensky a tenté de mettre le dispositif anticorruption sous son autorité directe, sous prétexte de le protéger des Russes. Des manifestations sans précédent l'ont obligé à reculer. Aujourd'hui, le patron de l'enquête se venge. L'enquête a duré 1 an. Il déballe tout en vidéo, livre des centaines d'heures d'enregistrement et raconte comment les services secrets dépendants du président lui ont mis en permanence des bâtons dans les roues. Les Ukrainiens s'apprête à vivre l'hiver le plus rude depuis le début de la guerre, avec les coupures de courant incessantes et les pénuries d'énergie. Savoir que des ministres de l'énergie ont empêché de protéger les transformateurs pour mieux s'enrichir sur leur dos ne les laissera pas de glace. Les 2/3 des Ukrainiens veulent la fin rapide du conflit et plus de la moitié d'entre eux estiment que Volodymyr Zelensky n'a pas tenu ses promesses. Un proverbe américain dit que la guerre fait les voleurs et que la paix les fait pendre. Il y a un accord militaire qui vient d'être signé entre la France et l'Ukraine? C'est du colossal qui a été signé entre Paris et Kiev. Le président Zelensky est de passage pour une 9e fois en France depuis le début de la guerre. Et on signait il y a quelques minutes à peine, tu le disais, une entente militaire conséquente pour les 10 prochaines années. En fait, c'est 100 avions Rafale, les avions français les plus perfectionnés avec tout leur système d'armement qui seront donc vendus à l'Ukraine au cours des prochaines années. Il faut voir qu'il y a déjà beaucoup de pays qui ont commandé, qui attendent de se faire livrer. Ça pourrait signifier dans certains cas que des pays alliés de la France en Europe qui attendent des Rafales pourraient choisir de passer derrière des livraisons qui seraient faites plus rapidement à l'Ukraine, compte tenu de ce que ses besoins sont un peu plus pressants. Ça vient après l'achat par l'Ukraine de 100 à 150 avions à la Suède. Donc, on est en train de monter en gamme. La volonté, c'est de recouvrer le contrôle du ciel, parce qu'on l'a compris, avec les drones et de façon générale, les guerres modernes se font quand on contrôle le ciel, l'imagerie. Alors, il y a ce que les satellites peuvent nous donner, mais il y a aussi ce que des avions et aussi des drones peuvent nous permettre de voir et de faire. La question fondamentale, c'est parce que Dassault, qui fait des Rafales, il ne les donne pas. Quand on passe une commande pareille, ça coûte cher. Un Rafale, ça coûte
plus ou moins 80 millions d'euros, puis tu peux rajouter à ça les systèmes d'armement. Donc, une commande comme celle-là, c'est au bas mot 8 milliards et probablement davantage quand tu rajoutes tout ce qui vient avec. Et les Ukrainiens sont cassés. Ils n'ont pas d'argent, sont en guerre. L'argent, évidemment, sort de partout. Et c'est un peu la suite des choses qui nous dira comment ça va être financé. Est-ce que la France va impulser, avancer les premières sommes, prêter? C'est une grosse transaction. Mais pour l'instant, on n'a pas encore une centaine d'avions français, une centaine d'avions suédois. Mais dans quel délai ça peut être livré? Parce que c'est une guerre qui est en cours. Là, on ne prépare pas une guerre future. C'est une guerre qui est en cours. Dans quel genre de délai? C'est sûr que si on avait 200 avions de ce qualité-là, l'Ukraine a une armée de l'air sérieuse. Surtout que tu as des pilotes entraînés pour les opérer, là, mais tu aurais une armée de l'air, mais en combien de temps? Deux questions dans ce que tu dis. La capacité à entraîner rapidement des pilotes, si tu ne veux pas y mettre des pilotes français ou suédois, ce qui pour l'instant est hors de question. Les Français maintiennent et toutes les forces de l'OTAN maintiennent qu'ils n'ont pas de soldats impliqués. On voit très mal, par exemple, s'il fallait qu'un Rafale livré à l'Ukraine soit abattu et qu'on retrouve aux commandes de celui-ci un pilote français, ça serait très embêtant. Donc, il faut les entraîner. Entraîner des pilotes, c'est 1 an, 1 an et demi. Puis la vraie question, c'est la capacité de livraison. Déjà, Dassault est aux limites de ses capacités, augmente ses usines pour augmenter aussi, évidemment, de façon corollaire, la production. Mais tu sais, quand tu sors 2 avions par mois, 2 avions et demi par mois en moyenne, c'est énorme. Ce qui pourrait arriver, c'est ce que je te disais, c'est que des clients à qui on a déjà promis des avions, particulièrement des clients européens, pourraient accepter des délais supplémentaires compte tenu qu'ils sont moins en urgence. Un des gros clients, le contrat du siècle pour Dassault, c'est l'Inde, qui attend plus de 100 Rafales. Est-ce que les Indiens accepteraient de ralentir leur livraison? J'en doute sincèrement. Je pense que c'est une négociation qui va se faire avec les Européens, les partenaires européens qui achètent, mais aussi, c'est sur un horizon de 10 ans que ce contrat est fait. Puis c'est pas juste des Rafales, c'est aussi des batteries antiaériennes très avancées, c'est des bombes, c'est des missiles, c'est des drones, qui devront être financés, mais aussi sur un horizon qui ne changera pas demain matin. Le sort de la guerre, c'est entendu, mais ce qu'on tient pour acquis, c'est que même s'il y avait un cessez-le-feu, même si on arrivait à une entente temporaire, il faudra faire en sorte que les Ukrainiens, plus tôt que tard, aient les moyens d'imposer par la force le cessez-le-feu et la dissuasion surtout pour pas qu'il y ait de tentation à reprendre l'initiative du côté des Russes. Mais c'est une annonce dont le président Macron était très content. Il se dirige, les 2 hommes, vers l'Élysée. Je surveillais ça du coin de l'œil pour officialiser la chose. Okay. Développement important, mais à chaque fois, Mario, et on l'a déjà dit, à chaque fois qu'on a livré de nouvelles quincailleries à l'Ukraine, très concrètement en les livrant ou en les annonçant, on a souvent dit que ça pourrait être le pivot qui ferait tourner les choses. Or, on n'est pas du tout là en ce moment sur le terrain. C'est toujours extrêmement violent, mais les Russes ne sont pas sur la défensive, loin s'en faut. Et encore une fois, c'est un ami, un proche. Voilà, et encore une fois, c'est un ami et c'est pas n'importe quel ami. C'est celui qui l'aidait à faire de la production, donc c'est un ami intime. C'est pas quelqu'un qui était lointain. Et qui n'est pas arrêté, avec qui il faisait du business. Encore une fois, fuit en Israël avant son arrestation. Et donc la question qui va se poser, de ne pas être extradé. Vous imaginez, en plus, c'est du pain béni pour aujourd'hui Vladimir Poutine qui va dire « Mais vous voyez, je vous avais dit, c'est des packs de corrompus, ce sont des sionistes, ils sont malvenus, il faut qu'on renverse tout ça et qu'on fasse le grand nettoyage. » Alors, on écoutera Maria Zakharova, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, parce que, bien évidemment, elle est montée au créneau sur cette affaire. Je voulais votre sentiment, Général Chauvency, sur ce mal incurable, mais qui peut coûter très cher. Alors d'abord, je voudrais faire une parenthèse, parce que c'est un truc qui commence à m'agacer. Ça fait un certain nombre de fois qu'on voit des grands délinquants financiers qui trouvent refuge en Israël et qu'on n'arrive pas à les récupérer pour leur faire payer leur délinquance. Et là, je trouve quand même qu'il y a une zone de non-droit sur laquelle on devrait se poser. Oui, mais c'est le droit des pays, là, pour le coup. D'accord, mais néanmoins, je pense qu'il faut quand même le rappeler, c'est encore une nouvelle fois. Voilà. Bon, je ferme la parenthèse. Les choses ont beaucoup évolué, notamment
grâce à cette méthode nouvelle utilisée par les Russes maintenant, c'est-à-dire qu'ils ne rentrent plus avec des blindés, mais à la faveur du brouillard, du très mauvais temps qu'il y a eu ces derniers jours, ils rentrent en moto, à vélo, et d'une certaine manière, ils prennent à revers les forces ukrainiennes qui sont encore à Pokrovsk, mais qui ont beaucoup de mal. Et c'est une situation très difficile, au point que Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, a quand même dit aujourd'hui à un journal américain: je ne demanderai pas à mes soldats, en gros ça veut dire cela, ce qu'il dit à mes soldats, de se battre à Pokrovsk pour des ruines. Ça veut dire en fait qu'ils ont intégré l'idée que Pokrovsk comme Myrhorod sont deux villes perdues, elles sont en tenaille, en fait, tenues en tenaille. Et c'est la première fois dans l'histoire que deux villes assiégées ne tiennent que grâce aux drones aériens et terrestres, parce que c'est la seule solution maintenant pour alimenter les forces ukrainiennes qui sont encore à l'intérieur de cette ville. Ce sont les drones terrestres ou les drones aériens qui larguent des munitions, des vivres, de l'eau, etc. Situation très difficile, très tendue. C'est une ville qui va tomber. Donc c'est le point d'effort principal de l'armée russe, se situe donc sur la partie, on va dire, à droite de la carte, au-delà des pointillés, autour de Pokrovsk, de Dobropilia, de Konstantinovka. Ça, c'est là où les Russes, depuis plusieurs mois, on pourrait dire depuis presque 2 ans, focalisent la majorité de leurs efforts. Et puis, j'avais identifié cet été, fin juillet, plusieurs zones d'efforts secondaires pour venir soutenir cet effort principal. Une zone d'effort secondaire au nord, entre Kupiansk et Seversk, et puis une zone d'effort secondaire, donc on va dire au sud-ouest de Pokrovsk, jusqu'au Dniepr, jusqu'à Stepnogorsk, au sud de Zaporizhzhia. Et donc là, cette zone est en train de se transformer, non pas en zone d'effort secondaire numéro 1, mais en zone d'effort secondaire équivalent à celui qui est produit au nord, puisque je vous rappelle qu'au nord, les Russes ont conquis Kupiansk, ils ont passé le week-end à repousser des contre-attaques ukrainiennes qui visaient à rouvrir les voies de communication entre la poche à l'est de l'Oskol et le reste de l'Ukraine. Ces contre-attaques ont toutes échoué. En plus, elles ont, semble-t-il, été menées par des unités composées de toute nouvelle recrue avec très peu de niveau d'instruction militaire, ce qui fait que ça a été, semble-t-il, un véritable carnage, ce qui expliquerait en partie le chiffre très élevé des pertes revendiquées par les Russes. Mais dans ce secteur d'effort secondaire numéro 2, il faut bien leur donner un chiffre, eh bien, on a constaté une accélération des opérations offensives de l'armée russe et surtout cette volonté de prendre en enfilade les 2 grands réseaux de fortifications ukrainiens que vous voyez symbolisés en noir sur la carte, symbolisés de manière schématique, j'insiste bien, c'est pas le tracé au millimètre près, c'est les grandes lignes de ces tracés défensifs, pour créer, je salue du coup Hervé Carès qui est le premier à avoir levé cette option, pour créer une surprise stratégique dans une zone où, moi, quand on me disait ils vont attaquer dans ce coin-là, s'ils attaquent dans ce coin-là, logiquement, ça va plutôt être depuis le sud vers le nord, donc en étant contraint de traverser ces lignes de fortification. Or, les Russes ont su développer une attaque de flanc de ces lignes de fortification, de telle sorte à les percer de manière, on va dire, non plus frontale, mais perpendiculaire. Et ce sont ces attaques auxquelles on assiste aujourd'hui qui se poursuivent et qui surtout sont en train de se développer et de prendre de plus en plus d'ampleur. Et pour moi, il y a un objectif. Alors vous le voyez, il y a quelques semaines, on parlait d'Orestopil et d'Ouspenivka qui sont marqués en noir sur la carte. Donc Ouspenivka est tombé. On va voir qu'Orestopil est tombé également. Et l'objectif suivant, c'est Pokrovsk, qui est juste à côté du nom d'Orestopil, puisque c'est un carrefour qui ensuite permet à l'armée russe de partir, comme on dit, en pétales de fleurs dans à peu près toutes les directions, pour à la fois menacer les communications vers Pavlovgrad, qui est encadré en violet, et donc permettre l'effondrement de tout le secteur de Pokrovsk, qui est déjà bien fragilisé par la chute
de Pokrovsk, ou simultanément de se rabattre directement vers l'ouest en direction de Zaporijjia pour s'affranchir de toute ligne de défense ukrainienne en passant largement plus au nord, en sachant que dans toute la zone qui est donc sur cet arrière-front, vous n'avez aucune fortification majeure de l'armée ukrainienne. En plus de ça, globalement, c'est un terrain qui est en plaine. Vous avez très peu de dénivelés importants qui peuvent servir parfois de points de défense, de points de fixation pour la défense. Vous avez globalement un terrain qui est extrêmement favorable à l'évolution d'une armée blindée mécanisée, même si avec les drones, on le sait, c'est beaucoup plus compliqué qu'en 1944, mais étant donné que les pertes ukrainiennes provoquent des soucis monumentaux pour tenir la ligne de front, si vous avez des espaces ouverts en plus, même avec des drones en nombre, vous n'y parviendrez pas sur tous les axes qui sont possibles, parce qu'aujourd'hui, on le voit bien, le différentiel entre les recrues ukrainiennes qui sont envoyées au front et le nombre de pertes reste toujours négatif. On en avait parlé à l'hiver dernier avec Erwan Castel. Cette courbe ne peut plus aujourd'hui s'inverser, donc le nombre de soldats le nombre de soldats ukrainiens disponibles ne cesse de diminuer, alors que le nombre de soldats russes reste en augmentation malgré les pertes. C'est en fait ce que communiquent les Ukrainiens. C'est les revendications des Ukrainiens dont on sait qu'elles sont extrêmement surévaluées. Ils perdent quand même beaucoup d'hommes. Alors, ils perdent des hommes parce que c'est une guerre de haute intensité industrielle, donc tout le monde perd beaucoup d'hommes. Ils ont effectivement des pertes qui sont maîtrisées, en revanche, parce que d'abord, en face, les défenses ukrainiennes sont de plus en plus fragilisées. Ensuite, ils recrutent quelque chose comme 30 000 hommes par mois. Donc, en fait, ça leur permet non seulement de compenser leurs pertes, mais d'avoir des rotations de réserve. Avec des méthodes très particulières, d'enrôlement, d'obligation, bien évidemment. On a l'impression que la cession, on donne beaucoup d'argent, est terminée. Il y a plus de pression du pouvoir russe aujourd'hui pour envoyer des hommes à l'abattoir. Oui, alors en même temps, il n'y a pas de tension aujourd'hui sur les ressources humaines de l'armée russe. Ce qu'on observe, c'est qu'ils sont capables de faire des rotations d'unités. Par exemple, une armée qui est en tension sur ses ressources humaines, c'est le cas de l'Ukraine, n'est pas capable justement d'organiser ces rotations d'unités. Ils sont capables de mettre un effort sur une zone. Et puis en fait, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que l'armée russe est à l'offensive sur toute la largeur du front. Même sur des zones qui étaient endormies, comme Soumy face à Koursk, comme Vovchansk au-dessus de Kharkiv, ce sont des endroits où les Russes relancent des opérations. Alors ça peut être des opérations locales, mais c'est pas le signe d'une armée qui est usée, c'est le signe d'une armée qui, au contraire, maintient une pression constante sur son adversaire. Et puis les Russes ont beaucoup plus de puissance de feu que les Ukrainiens. Et donc en fait, si les Russes perdent 7000 hommes, combien en perdent les Ukrainiens ? Probablement beaucoup plus. Donc en fait, il n'y a pas ces chiffres-là sont des chiffres qui sont depuis le début. La bataille des chiffres, de toute façon, c'est d'abord une bataille de communication. Tout le monde raconte n'importe quoi sur ce sujet-là. Les pertes sont probablement, enfin les seules indications claires de pertes qu'on a sur les Russes, c'est ce que fait Mediazona, qui est une ONG qui travaille avec la BBC, qui estime que depuis le début de la guerre, ils sont entre 200 et 250 000 tués. Ça nous semble énorme, mais sur la nature de ce conflit, c'est en fait pas tant que ça. Donc on va commencer par le secteur de Novopavlovka pour la date du 15, pour la date de samedi. Donc Novopavlovka se situe à environ une trentaine maximum de kilomètres au sud-ouest de Pokrovsk. Donc si on allait vers Pokrovsk, il faudrait partir vers l'angle en haut à droite de la carte. Et donc Novopavlovka a été attaquée la semaine dernière. Les Russes s'étaient emparés des abords sud de la ville. Et là, pour la journée de samedi, ils ont pris possession, on va dire, d'une grosse portion de la ville. Et il est à craindre pour l'armée ukrainienne que dans les jours qui viennent, l'ensemble de la ville va tomber aux mains de l'armée russe, puisque vous le voyez, il reste une partie des quartiers nord de la ville et une toute petite partie de la ville qui est située, en fait, la ville est coupée en deux par un cours d'eau, et en fait, toute la partie qui se trouve de l'autre côté du cours d'eau, donc vers l'ouest, reste aussi à conquérir. Je pense que pour les Russes, c'est une question de temps pour franchir ce petit cours d'eau en sécurité pour pouvoir conquérir le reste de la ville. Il y a encore autant de morts dans des grandes villes comme Kiev notamment. Est-ce qu'il y a un problème réel de défense antiaérienne ?
Oui, bien sûr. Alors déjà, il y a un problème d'attaquants qui attaquent sans discrimination et contrairement aux droits de la guerre, etc. Maintenant, pour la défense aérienne. Là, il est clair qu'il y a trop de missiles et il y a trop de drones en l'air pour que la défense aérienne puisse les intercepter, tous. Vous voulez dire que ça sature l'espace aérien. Les Ukrainiens manquent de munitions, ils le disent. Et puis, le fait de viser n'importe quelle cible fait que c'est très difficile de prioriser après. Quand vous savez qu'ils vont viser que des objectifs militaires, par exemple, ou d'intérêt militaire, ça vous permet de savoir où les attendre. À partir du moment où c'est n'importe qui est une victime potentielle, effectivement, ça complique la vie de la défense. C'est comme ça dans toutes les guerres, général Yakovlev, de ne pas savoir quelle va être la cible. Alors, c'est pas comme ça dans toutes les guerres de flinguer du civil pour le plaisir, ce que font les Russes. Délibérément, pour Délibérément, bien sûr. Et depuis le début, depuis les premiers jours de 2022, et voilà, ça fait partie de leur façon de faire la guerre. Vous dites que ça fait partie de leur façon de faire la guerre. C'est-à-dire qu'il y a une volonté de frapper les grandes villes qui sont loin du front. Pour faire quoi? Pour faire peur à la population civile? Pour les user? Oui, alors d'abord, ils frappent. Il faut quand même reconnaître qu'ils cherchent à frapper des cibles militaires. C'est vrai. Des usines, il y en a partout, enfin des centres de production. Donc les Russes, quand ils en ont connaissance, ils pour cherchent... amoindrir l'armement ukrainien. Oui, ils cherchent à les cibler. Et puis au passage, on l'a vu, ils ont ciblé. Vous vous souvenez à Mariupol, le théâtre où il y avait écrit en grand, il y a des enfants dedans, où il y a eu 600 et quelques morts. Vous voyez, on est sorti avant-hier de la triste commémoration du terrorisme islamique en France, qui nous a quand même pas mal traumatisés. Les Ukrainiens, ils vivent ça tous les jours depuis 4 ans. C'est exactement le même principe. C'est du terrorisme. Voilà. Poutine fait du terrorisme de masse. Orestopol ou Orestopil est tombé. Les Russes l'avaient dans le collimateur. Maintenant, il va falloir franchir, vous le voyez, j'ai mis en cyan le cours d'eau qui sépare Orestopol de Veliko-Mikhailovka. Donc là, pour passer sur un assaut direct sur cette nouvelle localité, je pense qu'il faut attendre que les Russes s'emparent. C'est pour ça que j'ai mis 2 flèches rouges en pointillé des 2 secteurs de part et d'autre d'Orestopol et qui bordent cette rivière. Alors hier, ils ont commencé puisqu'ils ont réussi à prendre tout le secteur qui se trouve immédiatement à l'est d'Orestopol. Donc on va voir dans les jours qui viennent comment ils vont consolider et égaliser le front dans cette zone le long de la rivière avant ensuite de passer à un assaut en règle de Veliko-Mikhailovka. Voilà. Donc je pense qu'on est plutôt dans Zelensky qui vient faire de la com, se faire des accolades viriles avec Emmanuel Macron comme ils aiment bien faire tous les deux. Et en fait, derrière, il n'y a rien et de toute manière, personne n'a les moyens aujourd'hui de financer l'Ukraine. La seule question qui se pose et qui sera à mon avis décisive pour savoir le moment où la guerre va s'arrêter, c'est est-ce que le 18 et 19 décembre, la décision sera prise de voler les actifs russes qui sont détenus par Euroclear en Belgique. Et au fond, la discussion, et il y a combien? Je crois qu'il y a 114 milliards. Il y a 200. Alors, de ce qu'on sait, il y a un peu moins de 200 milliards qui sont détenus par Euroclear, donc la société belge. Oui. Et après, il y a également des obligations que les Russes ont achetées, des obligations anglaises, donc qui sont bloquées par l'Angleterre. En France aussi, je crois. En gros, ça fait quoi à peu près, en tout, il y a à peu près 300 milliards d'actifs russes qui sont bloqués aujourd'hui. Donc, essentiellement, c'est l'État, c'est des obligations qui ont été achetées par l'État russe. Oui. Et il y a également des sommes qui ont été bloquées d'hommes d'affaires russes, de milliardaires russes installés à l'étranger. Oui, c'est aussi bien, voilà. ils ont bloqué aussi bien les privés que l'État russe. Et là, il est question donc de gager un prêt qui serait à l'Ukraine sur 140 milliards détenus par Euroclear. C'est ça. Et donc, ça, c'est défendu par Ursula von der Leyen et un certain nombre de gens. C'est pas défendu par beaucoup de monde, en fait. Donc, le Premier ministre belge a dit que c'est hors de question, à moins qu'il y ait des garanties de l'Union européenne. Or, pour qu'il y ait des garanties de l'Union européenne, il faut que tous les pays soient d'accord. Et Orban, Fico ont déjà dit c'est hors de question. Babiš, c'est pareil, le nouveau... Tchéquie. Tchéquie, voilà. Donc, Tchéquie, Slovaquie, Hongrie... Belge. Et surtout... Mais même la France et l'Allemagne, ils n'ont pas envie... si vous voulez, si tout d'un coup... vous autorisez le vol de ces obligations qui ont été gelées, vous mettez en cause votre capacité d'emprunteur souverain.
Et la France, c'est pas le moment. Elle a besoin de continuer à pouvoir emprunter pour payer. Et puis les autres pays du monde se disent, ah bon, ils vont nous geler aussi, ils vont faire quoi avec nous? Je crois que c'est les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite qui ont des gros fonds souverains qui ont déjà fait passer le message que si vous faites ça, ça va mal se passer. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'à un moment, on a eu notamment des responsables donc de l'Union européenne qui ont dit, ah mais la Norvège a de l'argent. Et en fait, oui, la Norvège a le plus gros fonds souverain au monde. Ça pèse 2000 milliards de dollars. C'est la Norvège. C'est la Norvège. Ouais. C'est devant les Émirats Arabes Unis. Pour vous donner un ordre d'idée, la Russie aussi, qui a un gros fonds souverain, c'est 130 milliards de dollars. La Norvège, c'est 2000 milliards. 2000 milliards. Et ils ont gagné énormément d'argent grâce à la destruction de Nord Stream 2. Puisque le prix du gaz, donc, et la fin du transit du gaz russe vers l'Union européenne, hors le GNL, en fait, la Norvège est devenue le premier fournisseur de gaz et a gagné énormément d'argent, puisque le gaz coûte 4 fois plus cher qu'il l'était avant. D'ailleurs, si vous prenez la théorie de Seymour Hersh, le journaliste américain, l'opération de destruction de Nord Stream, c'est les États-Unis et la Norvège. Et effectivement, à qui profite le crime? C'est au gaz liquéfié américain et au gaz liquéfié et au gaz norvégien. Donc ils ont gagné grâce à ça, ils ont gagné plus de 100 milliards de dollars. Donc à un moment depuis donc le début. Vous dites que le problème est de savoir ce qui va se passer en décembre avec. Mon ça. avis, c'est fondamental. Ouais. Et les Norvégiens, donc tout d'un coup, tout le monde s'est précipité. Et les Norvégiens ont dit allez vous faire voir. Vous ne touchez pas au Grisby. Vous touchez pas au Grisby. Et donc ce qui fait qu'en fait, on ne sait pas ce que ça va donner. Mais apparemment, ce que vous dites. L'unanimité va être difficile à faire là-dessus. Voilà. Mais après, la question, c'est que est-ce qu'on a affaire à des acteurs rationnels aussi Et je ne vois pas tout d'un coup Merz, Macron et Starmer, qui sont les principaux bellicistes, et la Pologne, qui elle aussi. Mais la Pologne est une taille moins critique. Tout d'un coup, dire en fait, on n'a pas d'argent. Donc la seule solution, ce serait qu'on continue à prêter de l'argent à l'Ukraine, mais on sait très bien que ce ne sera pas remboursé. C'est ce que disait Thierry Mariani d'ailleurs. Il faut bien se rendre compte que tout l'argent qui a été prêté à l'Ukraine, ça ne sera jamais remboursé. Oui, on ne verra jamais la couleur de l'argent. Donc c'est difficile de demander aux Français de faire des efforts et en même temps d'expliquer qu'on va continuer à financer une guerre qui est perdue. Légèrement plus au sud, à quelques dizaines de kilomètres plus au sud de ce secteur, eh bien les Russes continuent leur avancée en direction de Goulia-Polier. Vous le voyez, la carte de jeudi, ils étaient à environ 7,5 km, leurs avancées depuis Ouspenivka, qui est encadré en rouge en haut de la carte. L'armée russe progresse de part et d'autre de la route qui relie Ouspenivka à Goulia-Polier. Eh bien, leurs avancées dans ce secteur font qu'ils sont plus qu'à 5 km avec un cours d'eau que j'ai symbolisé en cyan à traverser pour aborder la ville, mais du côté sud, vous voyez, j'ai placé une flèche jaune depuis le secteur de Marfopil, où là, les Russes bordent maintenant la ville elle-même. Alors, il y a des réseaux de défense organisés, il y a des réseaux de tranchées qui défendent cet abord-là de la ville, donc c'est une progression qui est plus compliquée que d'arriver comme ils sont en train de le faire par le nord-est, mais néanmoins, là, ils sont à quelques encablures de la ville, et si ils mettent un grand coup d'un seul coup pour franchir ces lignes de fortification, la bataille pour Goulia-Polier peut commencer dans les heures qui viennent. Et on pourrait imaginer que dans le courant de la semaine, la bataille pour Goulia-Polier commence si du côté ukrainien, on ne trouve rien pour renforcer sa défense. Parce que les témoignages qui nous viennent du terrain, c'est que les défenses dans cette zone se sont effondrées faute de combattants. C'est-à-dire qu'il n'y a plus assez de monde pour tenir les lignes défensives. Donc les Russes, comme l'eau, peuvent s'infiltrer entre les positions qui sont encore tenues, les déborder et contraindre les défenseurs soit à se rendre, soit à prendre la route de la fuite pour éviter d'être prisonniers ou détruits. Voilà, donc c'est ça aussi qui peut accélérer le cours des opérations dans cette zone. Il ne faut pas simplement le penser que du côté russe. Alors, deux choses très rapidement. Premièrement, je pense qu'il faudrait vraiment arrêter de parler de négociations de quelque nature que ce soit avec la Russie. Il n'y a rien à négocier. Si nous négocions des territoires avec la Russie, on sait très bien ce qui se passe dans ces territoires. Dans ces territoires, tous les jours, vous avez des viols de masse, des exécutions sommaires,
des tortures, des déportations d'enfants. Et tout ceci ne fait que s'amplifier. Donc, comme le disait d'ailleurs un jour une députée ukrainienne, si nous continuons à résister, nous allons perdre certainement des milliers des nôtres, mais si nous cédons devant la Russie, nous allons en perdre des millions. Et ça, c'est mais même réalité. Volodymyr Zelensky veut que les armes cessent. Voilà. Cessez-le-feu, mais pour aboutir au cessez-le-feu. Mais je ne pense pas qu'on puisse obtenir. La Russie a décidé d'annihiler l'Ukraine et ses habitants. Je veux dire, on est quand même dans une stratégie de guerre d'extermination, il ne faut jamais l'oublier. Deuxièmement, ça pose quand même un vrai sujet, qui est le sujet de notre responsabilité à nous, Européens. Si nous voulons véritablement être du côté de l'Ukraine, pardon, je le répète depuis 3 ans et demi, il y a un certain moment où il va falloir s'engager directement. On ne gagne pas une guerre par procuration en ne la faisant pas. Et que deuxièmement, il y a quand même un sujet. Qu'est-ce que vous voulez dire précisément, Nicolas Telzer ? Déjà, il y a tout un débat sur la co-belligérance. On est en train de livrer quand même des armes lourdes, de longue portée. Donc, qu'est-ce que vous attendez précisément ? Envoyer des soldats français en Ukraine ? Dans l'immédiat, il y a un sujet, je termine rapidement là-dessus, c'est la question du bouclier aérien, c'est-à-dire ce qu'on appelle le Sky Shield, la protection. Il y a des demandes qui ont été faites par un certain nombre de parlementaires et de parlementaires européens de différentes tendances pour protéger déjà le ciel ukrainien. Qu'est-ce qu'on attend ? Qu'est-ce qu'on attend pour sauver des... Il faut faire la guerre, quoi. C'est pas possible, on peut pas gagner par procuration. Et qu'est-ce que ça signifie, ça, à votre avis ? Je pense que la classe dirigeante européenne est en panique. Parce que ils ont sans doute quelques connaissances historiques et ils savent que souvent les défaites militaires peuvent avoir des graves conséquences politiques. Demandez à Napoléon III, à Guillaume II, on en parlait à l'instant. Donc effectivement, moi par exemple en 2022, je ne pensais pas que les Occidentaux allaient autant s'engager dans la guerre en Ukraine. Parce que je me disais, mais la défaite ukrainienne va devenir la leur, puisque c'était mon calcul de potentiel, d'où les titres de mon bouquin. Les Russes sont certains de l'emporter. Et je me suis dit, mais donc ils vont pas le faire parce qu'ils sont rationnels. Et le problème, c'est qu'on n'a pas forcément affaire à des acteurs qui sont rationnels et bien informés, notamment sur l'économie russe. Mais on va mettre à genoux l'économie russe, on se le rappelle. Mais je pense qu'il en était convaincu lorsqu'il l'a dit. Et celui qui a créé les sanctions, le système de sanctions, c'était l'adjoint de Jack Sullivan qui était conseiller donc de la défense de Biden, qui s'appelle Sinjit Sim, c'est d'origine indienne. Et lui, il avait fait ses modèles mathématiques et il était certain, comme pour le Covid, que la Russie allait être à genoux, a failli. Ils en ont été persuadés, donc ils étaient mal informés. Ils ont exigé de leurs instituts des mensonges. Ils les ont obtenus. Ils ont fini par y croire. Ils ont obligé ils voulaient que la propagande, c'est à usage externe. C'est pas pour soi. Le secteur d'Orikiv. Alors le secteur d'Orikiv, on en parle parce que Malia Tokmachka est tombée. Les Russes ont décidé de lancer un assaut complet. Ils tenaient, vous le voyez, que la moitié orientale de la ville. Et hier, ils ont achevé la conquête de la totalité de la ville. C'est une revendication en plus tout à fait officielle du ministère de la Défense russe, que confirment tous les canaux OSINT assez sérieux. Aujourd'hui, il y a encore, semble-t-il, des opérations de sécurisation dans l'extrême partie occidentale de la ville. Mais globalement, c'est comme d'habitude, j'en parlais déjà les semaines précédentes, ce sont des combattants qui sont isolés et qui sont pas forcément même au courant que leur unité s'est repliée, etc. Donc on va voir dans les heures qui viennent si cette sécurisation des derniers quartiers occidentaux de Malia Tokmachka est effectuée. Pour moi, c'est une attaque. Je vois pas les Russes se lancer ensuite dans l'assaut direct d'Orikiv parce que c'est une proie bien trop importante dans la zone. Mais par contre, pour moi, tout ça sert à fixer les défenseurs ukrainiens là, pour éviter que l'armée ukrainienne, que l'état-major ukrainien prélève des unités dans cette zone, en pensant que, vu que c'est une zone où les fortifications ukrainiennes sont très denses, etc., qu'il y a besoin de moins de monde, et que du coup, on peut les dépêcher plus à l'est, par exemple, comme on vient de le voir, sur le secteur de Goulia-Polier. Voilà, c'est, à mon avis, c'est une attaque de fixation qui permet d'occuper un centre urbain intéressant, mais qui ne va pas déboucher sur un assaut en règle contre Orikiv parce que la ville est bien trop importante.
et je pense en termes défensifs, et je pense que les Russes n'ont pas les moyens de mener un assaut contre cette position en même temps qu'ils sont en train de dérouler leur offensive pour prendre en enfilade les fortifications ukrainiennes comme on vient de l'expliquer. Les échanges de prisonniers de guerre entre Moscou et Kiev, qui étaient au point mort, vont reprendre, affirment les autorités ukrainiennes, alors que l'armée russe mène ses attaques aériennes et continue de grignoter du terrain dans certains secteurs. Selon les forces armées ukrainiennes, la Russie a lancé un total de 1217 drones et de missiles au cours des 7 derniers jours. Dans la région de Soumy, une femme de 86 ans a été blessée dans des bombardements russes, ont indiqué les autorités locales. Du côté d'Odessa, une centrale solaire a été endommagée. Les militaires russes ont affirmé avoir capturé 2 nouveaux villages dans l'oblast de Zaporizhia, où les forces de Moscou progressent lentement face à des unités ukrainiennes. Dans le même temps, Moscou déclare avoir abattu 57 drones ukrainiens dans la nuit de samedi à dimanche. Cette région russe ont été visées par ces attaques. Le secteur donc qui borde l'ancien cours du Dniepr, c'est la zone sombre dans le coin en bas à gauche de la carte. Les Russes sont en train d'achever la conquête de Stepnogorsk. Vous voyez, ils ont pris la ville avec 2 axes d'attaque de part et d'autre du centre-ville, donc ils ont réalisé des avancées très importantes, ce qui fait que maintenant le centre-ville est coupé en termes de route d'accès vers le nord, ou vers l'est. Il n'y a plus moyen, vers l'ouest également, donc en fait la garnison, à part à travers champs, ne peut pas faire grand-chose. Pourquoi cette attaque ? Tout simplement pour sécuriser Stepnogorsk avant de pouvoir éventuellement poursuivre une hypothétique offensive vers le nord en direction de Zaporizhia. Le but des Russes, ils ont subi beaucoup de contre-attaques dans cette zone depuis qu'ils ont réussi à conquérir Plavny, puisque je vous rappelle, on a d'abord eu au printemps la prise de Kamiansk, avec le franchissement d'un affluent du Dniepr dont le cours permettait aux Ukrainiens d'installer leur ligne défensive sur la rive nord. Donc il a fallu d'abord s'emparer de Kamiansk et franchir cet affluent du Dniepr. Une fois Kamiansk en sécurité pour les Russes, ils ont commencé à progresser pour s'emparer de Plavny. Ensuite, ils ont commencé une attaque sur Stepnogorsk et ses abords sud où se situait la fin de la grande ligne défensive ukrainienne dont on a parlé sur la carte opérative. Ils ont tenté ensuite d'attaquer en longeant le cours du Dniepr et pour s'emparer de Primorsk que vous voyez donc à gauche de la carte. Mais depuis qu'ils ont lancé ces opérations, il y a eu de violentes contre-attaques ukrainiennes qui sont venues les attaquer sur le flanc depuis l'est et le nord-est. Et donc je pense que pour pouvoir éviter ces contre-attaques et sécuriser leur flanc, ils ont décidé de mettre l'accent sur la prise définitive de Stepnogorsk. Ils en contrôlaient qu'une partie, vous voyez en rouge, de là où sont parties les 2 flèches rouges, qui était vraiment très, ça devait peut-être représenter 5 à 10% de l'ensemble de la ville. Et donc là, hier, 2 attaques puissantes de part et d'autre du centre-ville ont permis de couper Stepnogorsk du reste de l'Ukraine au niveau routier. Maintenant, si les soldats ukrainiens veulent s'évacuer, ils peuvent partir plein nord à travers champs. Comme d'habitude, les Russes leur ont laissé une porte de sortie. Donc soit vous vous évacuez, soit vous vous rendez, soit vous faites Cameron et vous serez anéantis. L'Ukraine a signé un accord avec la Grèce qui pourrait garantir son approvisionnement en gaz durant la saison hivernale, dans le contexte des frappes russes incessantes sur ses infrastructures énergétiques. À l'issue de la rencontre à Athènes entre Volodymyr Zelensky et le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis, les 2 dirigeants ont annoncé la signature d'un accord portant sur la livraison de gaz naturel liquéfié américain à l'Ukraine par la Grèce de décembre 2025 à mars 2026. Η Ελλάδα, έτσι για να το πούμε πολύ απλά λόγια, καθίσταται ένας πάροχος ενεργειακής ασφάλειας για την πατρίδα σας. Και αναμφίβολα όλες αυτές είναι καταλυτικές εξελίξεις στον δρόμο για την οριστική απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο. Γιατί η Ευρώπη θα σταματήσει
να αγοράζει ρωσικό φυσικό αέριο, το οποίο δεν θα μπορεί πια να εισέρχεται μεταμφιεσμένο στην Ήπειρό μας. Volodymyr Zelensky a exprimé sa reconnaissance envers la Grèce, mais aussi envers les États-Unis. Домовленість щодо постачання газу в Україну. Фактично, щоночі зараз росіяни завдають ударів по нашій інфраструктурі. Найбільше по енергетичній інфраструктурі. Cet accord intervient après l'annonce de projets énergétiques majeurs entre la Grèce et les États-Unis. L'objectif est de créer un corridor permettant de transporter le gaz naturel américain depuis les terminaux grecs vers l'Europe centrale et l'Ukraine. Après Athènes, Volodymyr Zelensky est attendu à Paris et à Madrid. La fermeture du gouvernement américain est peut-être terminée, mais ses effets persistent. Des rapports montrent en effet que les fonctionnaires fédéraux sont toujours en train de traiter plus de 6 semaines de retard. L'IRS, l'agence qui collecte l'impôt, estime qu'il faudra jusqu'à 3 mois pour rattraper le retard accumulé dans le traitement des déclarations fiscales. Plusieurs bâtiments du célèbre campus Goddard de la NASA, qui abrite les plus grands télescopes spatiaux du monde, ont été vidés et fermés à clé. Les employés de la Food and Drug Administration affirment qu'il faudra plusieurs jours pour que les laboratoires de test retrouvent leur pleine capacité. Et les États-Unis pourraient devoir faire face à nouveau à ce chaos dans 3 mois, l'accord actuel expirant le 30 janvier. Bon, M. Trump qui a, en fin de semaine, là, pris un peu l'offensive dans le dossier des Epstein, de tous ces documents encore secrets, en souhaitant que tout soit publié. Deux choses extraordinaires. D'abord, vendredi, il se retourne contre celle qui était sa plus fervente admiratrice passionnariat, Marjorie sa majorette. Sa majorette qui, alors, on aime souvent rire, mais les républicains qui prennent leur distance en public sont souvent contents de la voir avec eux quand vient le temps de lever des sommes importantes parce qu'elle a du succès, elle sait faire du fundraising et elle est absolument intraitable sur la question de la publication de tous les documents liés à l'affaire Epstein. Elle faisait partie d'un tout petit groupe de républicains qui agissaient aux côtés des démocrates pour déposer une pétition qui forcerait la main au patron républicain de la Chambre, qui ne voulait absolument pas d'un projet de loi qui forcerait, lui, le gouvernement, le département de la justice, à tout publier. Il disait non, il n'y en a pas question, ça ne m'intéresse pas. Puis si tu n'as pas avec toi le leader de la majorité, tu ne peux rien faire. C'est lui le boss, c'est lui qui décide de ce que tu peux mettre à l'agenda ou non. À moins de cette pétition, qui est un moyen exceptionnel, qui demande une majorité simple à la Chambre. Et pour obtenir cette majorité simple de 218 voix, ben, il y a 4 républicains qui devaient voter avec les démocrates, parce que c'est les démocrates qui forcent la main à Mike Johnson, patron républicain de la majorité à la Chambre. Ça lui prenait 4 votes républicains. Il les a. Parmi ceux-là, Marjorie Taylor Greene, qu'on imaginait allié indéfectible de Donald Trump, il l'a traité de traîtresse vendredi, annonçant du coup qu'il pourrait se prononcer en faveur de la personne qui fera campagne à l'investiture de son siège aux prochaines élections, c'est-à-dire dans 1 an, parce qu'il y a d'abord toujours... Mais ça, c'est-tu la plus grosse fissure à date dans le mouvement MAGA? Je pense que oui, là. Ben, c'est très sérieux. Et il faudra voir, alors, Mme Taylor Greene a agi avec beaucoup plus de circonspection en fin de semaine. Elle a dit qu'elle était toujours une fidèle de M. Trump, qu'elle ne voyait pas la nécessité d'un conflit. Elle a rappelé aussi que ces menaces, en la traitant de traître, avaient fait en sorte que des menaces très sérieuses sur sa vie avait été entendu au cours des derniers jours. Il y aurait même eu une bombe artisanale, je pense, à son entreprise, parce qu'elle est aussi entrepreneur dans la vie en dehors de ses activités politiques. Il y a eu une alerte à la bombe, donc elle menace quand Trump fait de pareilles déclarations. Ça a toujours un impact. Donc, elle dit, attention, vous mettez peut-être même ma vie ou celle de mes proches en danger, mais je suis votre allié. Sur la question d'Epstein, je vais continuer à me battre bec et ongle. C'est une promesse. Nos électeurs veulent savoir ce qui s'est passé et on ne protégera pas ces élites, c'est toujours les expressions employées, qui peut-être ont été éclaboussés par l'affaire Epstein. Et ce qu'on découvre, c'est que d'abord, cette pétition à la Chambre des représentants pour forcer un vote va ouvrir les portes, parce qu'il y a beaucoup de républicains qui, une fois que le vote sera annoncé et aura lieu, beaucoup de républicains qui ne voudront pas être du mauvais côté de l'équation. Ils vont voter
pour qu'on fasse la lumière, pour que le département de la justice livre toute la marchandise. Alors, qu'est-ce qu'a fait Trump-Pierre? Devant la défaite inévitable, parce qu'il a tout fait pour empêcher que ça arrive, en particulier auprès des 4 républicains qui faisaient la différence sur la pétition. Il les a appelés, essayé de les convaincre de changer d'idée. Ça n'a pas bougé. Et hier a dit, finalement, il faut qu'on cesse de perdre du temps. C'est une opération des démocrates pour nous enfumer. Donc, dans ton esprit, il se rallie à une défaite évidente. Plutôt que d'en faire une défaite, là, ça devient son vœu qui se réalise parce qu'il a dit qu'il souhaitait ça. Il fait d'une défaite annoncée quelque chose comme une demi-victoire, mais dans les faits, c'est une défaite politique substantielle et il peut dire que Mme Taylor Greene lui a infligé. Est-ce qu'il choisira derrière ça de faire en sorte que les ponts se rétablissent? Parce que elle a de l'influence, beaucoup d'influence, et s'il se met en tête de la faire perdre et qu'elle ne perd pas aux élections prochaines dans un an, il aurait contre lui quelqu'un qui, auprès d'électeurs, pas juste dans son comté, a du poids et de l'influence. Je ne suis pas sûr que M. Trump a envie d'amorcer les 3 prochaines années politiques avec quelqu'un comme ça qui joue contre lui. Alors, je dirais pour l'instant, malgré tout ce qu'on peut imaginer, 1-0 en faveur de Marjorie Taylor Greene. Le navire d'assaut amphibie chinois de nouvelle génération est revenu à Shanghai après avoir achevé son premier essai en mer. Le Sichuan a effectué une mission de 3 jours qui s'est terminée dimanche. Le navire fera l'objet de tests de suivi conformément au plan établi. Il intègre des technologies innovantes de catapultes électromagnétiques et d'appontage lui permettant de transporter des avions à voiture fixe, des hélicoptères et du matériel amphibie. Devant des experts en droit international, le président vénézuélien Nicolás Maduro, visiblement sous le choc, s'adresse au peuple américain pour mettre fin à ce qu'il appelle une guerre dans les Caraïbes. C'est au peuple américain que je m'adresse en cet instant devant ces 100 juristes de 34 pays pour leur dire « Arrêtez la main folle de ceux qui ordonnent les bombardements, les meurtres et la guerre en Amérique du Sud et dans les Caraïbes. Arrêtez la guerre. Non à la guerre. » Non à la guerre! La Maison-Blanche accuse Maduro d'être à la tête d'une opération de trafic de drogue et de menacer la sécurité des États-Unis. Dans les Caraïbes, les tensions atteignent des niveaux inédits. Washington a renforcé massivement sa présence militaire dans la région avec le déploiement du porte-avions Gerald Ford, le plus grand du monde, et en menant des exercices à balles réelles sur d'autres navires. Dimanche dernier, l'armée américaine a frappé ce bateau qu'elle désigne comme impliqué dans un trafic de drogue. Le 10 novembre, sous la direction du secrétaire à la guerre Pete Hegseth, la force opérationnelle interarmée Lance du Sud a mené une frappe létale contre un navire exploité par une organisation désignée comme terroriste. Les services de renseignement ont confirmé que le navire était impliqué dans un trafic illicite de stupéfiants, qu'il transitait par une route connue pour le trafic de drogue et qu'il transportait des stupéfiants. Le président vénézuélien considère ces opérations comme des tentatives de le renverser. Donald Trump reste vague, mais laisse planer la menace d'une opération contre Caracas. Je dirais que j'ai pris ma décision. Je ne peux pas vous dire ce que c'est, mais c'est presque fait. 3 réunions ont eu lieu la semaine dernière à la Maison-Blanche pour discuter d'une éventuelle intervention au Venezuela. En réaction, Caracas mène ses propres exercices militaires dans la zone. Et l'armée de défense d'Israël affirme avoir ouvert le feu contre 2 soldats de la paix de l'ONU dans le sud du Liban, invoquant une erreur d'identification due aux mauvaises conditions météorologiques. Après avoir identifié 2 suspects dans la région d'El Hamamès, les troupes israéliennes ont tiré des coups de semonce et les ont forcés à se retirer dimanche. Les 2 hommes se sont avérés être des soldats de la paix de l'ONU qui patrouillaient dans la région. Israël assure qu'aucun tir délibéré n'a été dirigé vers les soldats de la paix de l'ONU et que l'affaire est traitée par les voies officielles de liaison. La force intérimaire des Nations Unies au Liban a qualifié cet incident de violation grave de la résolution 1701 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Elle a appelé les forces de l'État hébreu à cesser tout comportement agressif et toute attaque contre les soldats de la paix ou se produisant à proximité de ces derniers.
L'Iran traverse l'une de ses pires sécheresses depuis plusieurs décennies. Pour y faire face, les autorités ont lancé dimanche des opérations d'ensemencement des nuages afin de provoquer des précipitations. Le premier vol a ciblé le bassin du lac d'Urmia dans le nord-ouest du pays. Ce lac, le plus grand d'Iran, a considérablement rétréci ces dernières années en raison du manque d'eau. D'autres opérations sont prévues dans les provinces d'Azerbaïdjan oriental et occidental. L'ensemencement des nuages consiste à pulvériser des particules, notamment d'iodure d'argent, dans les nuages pour déclencher la pluie. L'année dernière, l'Iran a annoncé avoir développé sa propre technologie dans ce domaine. Selon le service météorologique national, les précipitations sont cette année inférieures de 89% au taux moyen. La moitié des provinces n'a pas reçu de pluie depuis plusieurs mois et les réservoirs d'eau atteignent des niveaux historiquement bas. D'autres pays de la région, comme les Émirats arabes unis, utilisent également cette technique pour produire artificiellement des précipitations. Et plusieurs centaines de milliers de personnes sont descendues dans les rues de Manille aux Philippines pour réclamer des comptes sur la corruption dans les projets de lutte contre les inondations. Ce scandale implique des membres influents du Congrès et de hauts responsables gouvernementaux. Selon les autorités, environ 650 000 personnes se sont rassemblées dimanche après-midi dans un grand parc. Ces derniers mois, plusieurs groupes ont manifesté après la découverte de milliers de projets de protection contre les inondations non conformes, incomplets ou inexistants. Les manifestants réclament une enquête approfondie et transparente sur ces allégations. La République tchèque prévoit de construire 2 nouveaux réacteurs nucléaires dans sa centrale de Dukovany afin d'accroître la capacité de production d'énergie atomique du pays. Le contrat de construction des réacteurs a été attribué à une entreprise sud-coréenne qui réalisera 2 unités de plus de 1000 MW chacune. L'investissement total est estimé à 19 milliards de dollars avec un lancement des travaux prévu pour 2029. Selon le directeur général du projet, l'énergie nucléaire pourrait fournir entre 50 et 60% de l'électricité en République tchèque d'ici 2050. Cette expansion intervient alors que la hausse de la demande énergétique et que les proches échéances liées aux objectifs de réduction des émissions de carbone ravivent l'intérêt pour le nucléaire à travers le monde. Avant que vous partiez à l'autre bout du monde, en avion, dans vos cocktails mondains à Belém, pour discuter de vos nouvelles taxes carbone, de vos énergies renouvelables qui feront encore exploser les coûts de l'énergie et de vos futures normes délirantes, je vais vous ramener à quelque chose de très concret. On vient d'apprendre que la France a battu cette année un triste record. En un an, il y a eu plus de 68 000 défaillances d'entreprises, dont 6 800 pour le seul mois de septembre. Ce sont nos PME qui sont le plus impactées, avec une augmentation de plus de 13% des procédures en 12 mois. C'est simple. On assiste à la mort lente de nos emplois et de notre appareil productif, bref, de notre avenir. On nous avait promis une Europe de paix et de prospérité. On a finalement une véritable tiers-mondisation de la France, comme le disait d'ailleurs notre éphémère Premier ministre Bayrou. Macronistes, socialistes et républicains, vous avez confié notre avenir à des technocrates bruxellois hors sol. Ce bilan, c'est le vôtre. Votre COP30 ne fera qu'aggraver le problème. J'espère qu'entre 2 cocktails au Brésil, vous penserez aux milliers de chefs d'entreprise et d'employés que vous sacrifiez. Car eux, ils ne vous oublieront pas dans les urnes. Berlin a pris une décision quand même qui fait beaucoup parler d'elle. Alors c'est quoi ? Eh bien c'est très simple, ils ont annoncé un tarif d'électricité ultra subventionné pour ces industries électro-intensives. On sait très bien ce qui se passe depuis Nord Stream, la destruction de Nord Stream, du gazoduc. On sait très bien ce qui se passe avec l'Allemagne qui a abandonné totalement le nucléaire pour ne s'occuper que de l'éolien et des centrales à charbon. Donc, subvention massive des coûts de réseau et d'une réduction de la fiscalité sur l'électricité. Alors, ils n'ont pas quitté, évidemment, les sacro-saints ordres de la Commission européenne, mais pour une durée indéterminée, ils ont suspendu l'accord, effectivement, entre l'Union européenne, la Commission européenne et les pays européens. Ce qu'a fait d'une manière ou d'une autre aussi, on va en parler, l'Espagne et le Portugal. La réalité revient toujours. Lorsqu'on prend des décisions sur base d'idéologie, ça dure un temps et puis à un certain moment, il faut bien constater l'échec.
Et l'Allemagne est en échec profond. On ne le dit pas suffisamment, l'Allemagne a été le cœur de l'industrie chimique. L'industrie chimique mondiale est née en Allemagne. Et c'est pour ça qu'ils ont eu beaucoup de souffrance avec le gaz russe, parce que les Allemands n'utilisent pas le gaz pour produire de l'électricité, ils l'utilisent pour l'industrie chimique. Et donc, toute l'industrie chimique, mais également métallurgique, également l'automobile, sont dans le désarroi. Et ce que le gouvernement vient de décider, c'est que 91 secteurs industriels vont bénéficier d'une réduction de 18 centimes à 5 centimes. Vous vous rendez compte, là? De 18 à 5 centimes. 5 centimes d'euros, le kilowattheure. Des centimes d'euros, oui. Et donc, on est en train de mettre vraiment à mal le principe du marché intérieur de l'électricité, mais l'Allemagne ne peut pas faire autrement. C'est même bizarre qu'ils ont attendu si longtemps pour essayer de sauver l'industrie. Et donc, c'était en pleine contradiction, avec les règles du marché intérieur de l'électricité, où normalement tout est harmonisé. Vous imaginez les autres États membres, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, oui, mais pourquoi vous bénéficiez d'un prix réduit et nous pas? Et voilà. Et donc, on va avoir des gros problèmes. Je me demande comment Madame von der Leyen va résoudre ça, parce que Monsieur Merz a quand même annoncé qu'il a obtenu, ouvrez les guillemets, des signaux positifs, fermez les guillemets, pour pouvoir réaliser cette opération. Exactement. Donc, ça veut dire on lui a dit qu'il pouvait le faire, mais les autres États membres ne peuvent pas accepter ça. Mais pragmatiquement, Samuel Furfari, que peut faire Ursula von der Leyen et la Commission européenne si demain la France décide, pour des raisons qui lui sont propres, de suivre l'exemple de l'Allemagne? Exactement, on suspend pour une durée de 3 ans, etc. Parce que nous aussi, ça va pas du tout pour d'autres raisons que celles de l'Allemagne. Est-ce qu'il y a des mesures de rétorsion? Est-ce qu'elle les prendra de la Commission européenne? Elle ne peut pas faire traiter différemment la France ou la Belgique ou l'Estonie. Et donc, les autres États membres vont demander la même dérogation, bien entendu. Mais attention, tout ça coûte cher parce que c'est de l'argent public. C'est un transfert de nos taxes vers les entreprises pour ne pas qu'elles croulent. Donc, c'est pas l'abolition de la folie du marché électrique. C'est simplement prendre de l'argent d'une poche pour le donner à l'autre poche. Oui, et la poche dont on prend l'argent de la poche des contribuables. Tout à fait. Et d'ailleurs, ce qui a été décidé, c'est uniquement pour l'industrie. 91 un secteur d'industriel. C'est pas pour les citoyens. Les citoyens, c'est les cochons payeurs qui vont continuer à payer l'électricité. Et donc, si on le fait en France, il ne faut pas croire que les Français vont bénéficier d'un prix réduit de l'électricité. C'est très intéressant. C'est bien, en fait, ce qu'on dit aux Allemands, écoutez, vos tarifs d'électricité ne vont pas du tout baisser, c'est pour vos industries, d'accord, il faut comprendre, mais vos tarifs d'électricité ne baisseront pas du tout, quoi. C'est un transfert, comme vous dites, d'une poche à une autre. C'est un transfert, bien entendu. Un mot, si vous le permettez, madame, messieurs, de ce qu'a dit Manuel Valls. Aujourd'hui, il y a une semaine exactement, sur ce plateau, on commentait la dernière déclaration de Bruno Le Maire, qui expliquait qu'il ne voulait pas porter tout seul le chapeau du dérapage des comptes publics. Voilà donc qu'un autre ex-ministre d'Emmanuel Macron règle ses comptes avec le chef de l'État, Manuel Valls, qui a été ministre des Outre-mer jusqu'au mois dernier, et qui dit, un mois après son départ du gouvernement, le second quinquennat d'Emmanuel Macron est un naufrage. Il s'inquiète, dit-il, d'une crise de régime. Jérôme Fourquet, est-ce que vous diriez la même chose sur le naufrage et sur la crise de régime? Alors bon, il est assez classique qu'en fin de mandat, eh bien, chacun reprenne... Enfin là, pardon, j'ai pas rappelé, mais Édouard Philippe, Emmanuel Macron doit démissionner, Gabriel Attal, je ne comprends plus le président. Il y a une série là. Oui. Voilà, si on met les pieds dans le plat, on est dans une ambiance de fin de règne. Et tout le monde le sent bien. Ce n'est pas la première fois que, sous la Ve République, et notamment sur les 30 ou 40 dernières années, un président est impopulaire. On a à l'IFOP, avec le journal du dimanche, le plus vieux baromètre de popularité de la Ve République. Donc on mesure la cote de popularité des présidents depuis 1958. Emmanuel Macron, là, aujourd'hui, est à 14% de satisfait. François Hollande était tombé un cran en dessous. Donc ça arrive... À 13%. Ça arrive à ceci près que François Hollande avait une majorité à l'Assemblée pour continuer de faire voter son budget et faire fonctionner le pays. Là, aujourd'hui, on a un président qui est impopulaire, hautement impopulaire, avec un paysage politique qui est complètement
éclaté, à minima une tripartition de l'espace politique, et les forces qui soutenaient historiquement le président de la République, les individualités, eh bien, sont en train de faire jouer ce qu'on a appelé dans une autre période un droit d'inventaire. Et donc on voit que tout ça ajoute aussi à la crise politique. Alors il y a un peu d'aigreur personnelle. On peut dire tel ou tel n'a pas été repris ou été écarté du nouveau casting ministériel ou gouvernemental. Ça peut jouer. Mais je pense que c'est plus profond que cela. Et on voit bien comment, encore une fois, beaucoup de Français s'interrogent sur le fait de savoir si on va tenir encore pendant 1 an et demi comme ça. Aujourd'hui, vous voyez que la lunette d'horizon est fixée à quoi, à la semaine ou à la journée. Aujourd'hui, on dit est-ce qu'il y aura un gouvernement dans une semaine, dans un mois matin, ouais. Et il faut qu'on tienne encore 1 an et demi comme ça. Et donc, c'est sans doute aussi ça que Manuel Valls a voulu décrire, avec peut-être aussi un autre élément qu'il avait en tête, compte tenu de ses anciennes fonctions, c'est la situation extrêmement dégradée qui règne aujourd'hui dans la plupart de nos départements et territoires d'outre-mer. Alors, pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee.